Au moins 15 morts et des dizaines de blessés lors d'une fête de Hanouka à Sydney, devenue un massacre. Aujourd'hui, nous montrons comment la mondialisation a fait passer l'intifada d'un slogan à un décompte macabre. Et de Gaza à l'Australie, en passant par l'Organisation des Nations Unies, les mensonges sur la guerre à Gaza s'effondrent et les preuves sont partout. Nous allons tout décortiquer. Maintenant, sur le campus. Bienvenue de retour sur le campus sur JNS Télévision. Je suis Émilie Chader et nous avons un panel incroyable de femmes avec nous aujourd'hui. Malheureusement, notre chef Edda Fleur Hassan n'est pas avec nous car elle est en déplacement, mais elle sera bientôt de retour parmi nous. Nous avons Shama Meshtali de retour avec nous, une habituée du campus, fondatrice de l'Institut Emma Lazarus et une conseillère politique très respectée, en particulier sur les accords d'Abraham. Nous avons également la cofondatrice de Cookman Hashim, Shoshana Kitts Jasko, et nous avons avec nous aujourd'hui Rashi El-Malia. Originaire d'Australie, elle est experte en marketing, image de marque et responsable du nom Waze. Donc, on m'a dit, c'est bien de vous avoir avec nous. Ce n'est pas une très bonne journée. Je n'ai pas besoin de le dire à beaucoup d'entre vous et à nos téléspectateurs. Nous sommes dans l'immédiat après un nouvel attentat terroriste, une attaque brutale et sauvage contre la communauté juive en Australie. Ce que nous avons vu à la plage de Bundy, c'était le massacre de Juifs, encore une fois lors d'un événement familial de Hanouka. Des dizaines de blessés et au moins 15 morts jusqu'à présent. 2 terroristes d'origine pakistanaise ont ouvert le feu, tirant plus de 70 balles en quelques minutes sur la communauté qui célébrait la première nuit de Hanouka. Des scènes dévastatrices se déroulent ici. Mais Rashi, j'aimerais commencer avec toi. En tant qu'Australienne, quels sont tes sentiments face à cet événement tragique et à ce que nous voyons? Ce n'est pas l'Australie dans laquelle nous avons grandi. L'Australie est un endroit très détendu. La communauté, y compris d'ailleurs la communauté arabe et musulmane de mon enfance, n'est plus la même communauté arabe et musulmane qu'aujourd'hui. Les Arabes et musulmans arrivés entre 1940 et 1980 fuyaient l'islamisme, alors que la vague récente d'islamistes a apporté le djihadisme. Et ils ont complètement changé la culture en Australie. Ces 2 années de légitimation et d'incitation à des appels réels au génocide dans les rues d'Australie ont tout changé. Cela a légitimé de tirer sur les Juifs comme des canards. Eh bien, vous savez, c'est intéressant que vous en parliez, parce qu'une des choses que nous avons continué à voir hier, au lendemain de cette attaque, ce sont les images du 8 octobre. Regardez certaines des images que nous avons d'Australie. Je souris. Je souris et je suis heureux. Je suis éclairé. C'est un jour de courage. Oh mon Dieu. Mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Où sont les Juifs? Où sont les Juifs? Maintenant, comme vous pouvez le voir, un antisémitisme très ouvert appelle à la violence contre la communauté juive. Dans certains cas, ce sont des appels très explicites à la violence. Et c'est quelque chose qui s'est produit depuis lors. Des manifestations ont eu lieu non seulement en Australie, mais aussi au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, toutes portant les mêmes revendications. Globaliser l'intifada, Shoshana, qu'est-ce que cela signifie? Je veux dire, est-ce que cette vague de haine envers les Juifs, selon vous, cela est-il lié à ce que nous voyons dans nos communautés à travers le monde? Je ne comprends pas comment on ne peut pas relier les deux. Pour moi, c'est aussi évident que A plus B égale C ou 1 plus 1 égale 2. Évidemment, si vous criez « mondialiser l'intifada », et nous savons tous ce qu'était l'intifada, les nombreuses intifadas étaient l'idée que quelqu'un... Et cela se passe en ce moment d'ailleurs, je pense. Bret Stephens dans le New York Times a dit « c'est ça, en gros, ce qui s'est passé à Sydney, c'est la mondialisation de l'intifada ». Sur X, beaucoup disent « comment pouvez-vous dire ça, c'est islamophobe ?» Je me demande « pourquoi ?» Oui. Oh, lui, qu'est-ce que c'était? Ils étaient offensés par Hanouka, c'était une intifada mondialisée. C'est la partie la plus effrayante pour moi. Que des gens puissent vraiment dire que l'un n'a rien à voir avec l'autre.
Il y a clairement un lien direct entre crier pour l'Intifada, mort à l'armée de défense d'Israël et tirer sur des Juifs à la plage de Bande, sans aucun doute. Eh bien, ce n'est pas seulement ça. Ils scandent Khaybar, Yahya et font référence au massacre des Juifs de Khaybar en Arabie Saoudite à l'époque de Mahomet. Ils scandaient des slogans dans la vidéo comme « Où sont les Juifs? F les Juifs ». Ils ne parlent pas de la politique israélienne, ils ne parlent même pas de l'armée israélienne ou du premier ministre ou de quoi que ce soit de ce genre, ils parlent des Juifs. Et nous voyons encore et encore que ce sont les communautés juives qui sont visées, pas les Israéliens, même les communautés juives. Shama, tu as déjà vu cela à New York et ailleurs, qu'en penses-tu? Eh bien, dans une grande subversion de l'indigénéité, lorsque les Juifs deviennent un symbole de la blancheur, de la suprématie, de la domination du capitalisme, des valeurs occidentales, bien sûr, cela commencera avec les Juifs, mais ça ne s'arrêtera pas là. C'est le plan des frères musulmans. Je suis heureuse de voir des actions et un mouvement vers leur interdiction aux États-Unis et sanctionner les organisations terroristes et les individus associés aux frères musulmans, ainsi que le financement de leurs activités terroristes à travers le monde. Mais ce n'est pas suffisant parce que, comme nous le savons, c'est une organisation très sophistiquée qui s'adapte partout dans le monde de manière très transnationale et multifacette. Et lors de leur dernière initiative, bien sûr, ils ont invité un groupe de républicains, y compris des influenceurs, des membres du Congrès et des journalistes, au Forum de Doha, comme moyen de leur vendre, de blanchir la même idéologie, mais de la masquer sous un vernis républicain. America First, l'America First à Altarit, exactement. Et donc, et c'est là la préoccupation, c'est de voir comment cette idéologie va continuer à se métastaser et à se transformer d'une manière qui rend vraiment difficile pour les étrangers, pour les Occidentaux, même pour les Américains, d'identifier d'où elle vient réellement. Mais c'est le même schéma qu'un Marocain qui a grandi au Maroc. J'ai vu cela se produire, je les ai vus consolider leur pouvoir, je les ai vus créer des troubles dans la rue, je les ai vus attaquer des femmes, attaquer des Juifs, des communautés juives, tout ce qu'il reste de la communauté. Il y a eu un grand attentat terroriste en mai 2006 qui, par coïncidence, était le jour où la police a été créée au Maroc. Donc, les dates qu'ils choisissent sont toujours symboliques et je vais te laisser parler de l'Australie. Mais c'est un schéma. Ils arrivent au pouvoir, ils subvertissent, ils changent. Tu sais, ils portent différents manteaux pour qu'on ne les reconnaisse pas. Et c'est comme ça qu'ils consolident leur pouvoir et leur idéologie, et c'est comme ça qu'ils continuent à subvertir. Ce que cela signifie d'être une personne autochtone parce qu'ils prétendent être les défenseurs des peuples autochtones, alors qu'en réalité, ils sont la force suprémaciste qui s'en prend à tous les peuples autochtones. Cela commence par l'idée que les personnes blanches et les Juifs ne sont pas autochtones, donc leur mort ou leur extermination n'est pas grave. Donc nous devons vraiment faire très, très attention et j'espère voir quelques réactions positives. En fait, ce que je retiens de positif de l'attaque horrible d'hier à Bondi Beach, c'est que les gens commencent à se réveiller. Il y a plus de musulmans du monde arabe qui s'expriment, j'en ai vu depuis le 7 octobre, et il y a plus d'Européens, d'Américains et d'Australiens qui disent « stop ». Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Nous allons défendre nos États, mais c'est aussi vraiment dangereux parce qu'ils adorent cet environnement de troubles civils et le fait de créer, en gros, de l'instabilité. À tel point que différents groupes minoritaires prendront les armes et créeront des sous-milices. Et cela mène ensuite à la création de sous-États, comme on le voit avec le Hezbollah, ou dans d'autres endroits comme le Soudan aujourd'hui. J'ai trouvé très intéressant les réponses, car je partage ton avis. J'ai aussi vu beaucoup plus que ce que je vois habituellement. Je pense avoir vu beaucoup de réactions venant du monde arabo-musulman, qui se sont exprimés très fermement contre cette horrible attaque terroriste. En Occident, j'ai surtout vu l'inverse. Je ne sais pas ce qui se passe. J'aimerais vraiment connaître votre avis sur les réactions des différents dirigeants. Je pense qu'on va commencer par toi. On en discutera plus tard. Mais Albany, la première ministre, gâche tout. Ma crapule. On va parler de ma crapule.
Oui, Oui, on va certainement parler de ma crapule. Mais en fait, j'ai vu une réaction ce matin qui était très intéressante d'une femme musulmane en hijab aux Émirats arabes unis. Et c'était justement quelque chose que c'est celle-là que Nana doit sortir parce que je ne me soucie pas trop de l'individu ici ni de l'individu là-bas. Mais les Émirats arabes unis sont un excellent exemple car ils ont enregistré certaines organisations comme organisations terroristes. Même en Australie, il y en a une qui était en fait derrière le financement de cela. Ils l'ont maintenant reconnue. La Fondation Secours Islamique, qui est frère d'armes, est en réalité une organisation qui prétend être un refuge humanitaire pour sans-abri, ce qui n'est pas le cas. C'est une branche des frères musulmans financée par la Fondation Secours Islamique qui reçoit partiellement des fonds du gouvernement australien. Pour l'amour du ciel, elle a été qualifiée d'organisation terroriste en Israël. Mettons cela de côté, il existe des préjugés aux Émirats arabes unis. Ils ne peuvent pas y opérer. C'est pourquoi je peux aller à Dubaï et à Abu Dhabi, où je vais souvent et que j'apprécie pour sa sécurité et leur compréhension. Et en Australie et en Amérique, ils tournent autour du pot et ils ne le disent pas vraiment. Ces personnes sont financées et recrutées par Adam Ismaël. Je crois que c'est son nom. Sérieusement, cet imam blond dans l'Organisation mondiale de la santé. celui qui a radicalisé les terroristes. Le gars, oui, aujourd'hui et hier, et ces personnes sont profondément intégrées. Les frères musulmans ont été créés en Australie dans les années 1960. J'ignorais cela. J'ai grandi en Australie sans savoir que des cellules terroristes se formaient autour de moi et radicalisaient les universités. L'Association des étudiants musulmans a été créée dans les années 1960 en Australie. Je suis allée à l'université sans rien savoir sur eux, ils sont très intelligents. Après le 7 octobre, ces cellules terroristes sont sorties pour semer le chaos. C'est intéressant que tu dises ça, car on observe la même chose aux États-Unis, sur les territoires. Ce n'est que maintenant qu'on observe un début de mouvement. Avec la désignation de CARE, qui est une organisation des frères musulmans, un complice non inculpé. Dans le 11 septembre, ou pas, 11 septembre, désolé, oui, 11 septembre, je dirais que ce sont de très mauvaises personnes, mais c'est bien que l'on commence à voir un peu d'élan. Je ne comprends pas comment l'Australie, pays démocratique respectant la liberté d'expression, de parole et de religion, comment ils ont pu laisser cela arriver, comment cela a pu se produire sous leurs yeux. L'une des raisons pour lesquelles cela s'est produit, c'est que les médias ne sont pas impartiaux. Il y a très peu de points de vue équilibrés dans les médias. C'est en grande partie le problème. Mais franchement, les Australiens sont très confiants et naïfs, n'ayant jamais eu d'ennemis. Je veux dire, les plus grands ennemis que vous avez, ce sont les araignées et les requins. Il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. La première fois que les Australiens ont vraiment été Effrayés par les araignées, et les requins font peur en Australie. en Israël, je vérifie toujours mes chaussures pour éviter une araignée, même si c'est peu probable. Oui, mais c'est ce qui s'est passé. Cela a pris les Australiens au dépourvu. Tu as parlé du symbolisme, et c'est bien le cas. Le choix du lieu, du jour et de l'heure était symbolique. Ils ont volontairement sélectionné des endroits emblématiques. Les marches du 8 ou 9 octobre devant l'Opéra, avec en toile de fond le monument le plus emblématique d'Australie. Les marches avec des organisations terroristes scandant des appels au meurtre des Juifs sur le Harbour Bridge et maintenant à Bondi Beach. Il n'y a plus rien à dire, d'autant que le dimanche après-midi est sacré. Pour les chrétiens, les Juifs et tous en Australie, c'est un jour sacré. Donc, organiser un événement pour enfants un dimanche après-midi, le premier jour de Hanouka, dans un lieu emblématique, n'aurait pas pu être plus idéal pour leur invasion. Mais ce n'était pas comme si c'était la première fois que ça arrivait en Australie. Une synagogue a été incendiée, des voitures et des maisons juives ont été taguées, et il y a eu de nombreuses manifestations. Et la communauté juive en Australie dit depuis longtemps maintenant, réveillez-vous, protégez-nous, faites quelque chose. Et enfin, l'Australien, je crois que c'était il y a 2 semaines, ils étaient un de mes héros parce qu'ils ont dit quelque chose sur l'Iran, mais je ne me souviens plus quoi exactement. Le corps des gardiens de la révolution islamique était responsable de cette attaque. Et même Israël dit maintenant, juste pour que ce soit clair, que c'est soutenu par l'État, c'est le Shoshana. C'est bien pire que ça. En juillet, ils ont créé cet envoyé pour la lutte contre l'antisémitisme en Australie avec cette femme très impressionnante, Gillian Siegel, qui sait vraiment ce qu'elle fait. Lorsqu'ils l'ont annoncé, ils ont précisé qu'il y aurait aussi un pour l'islamophobie. Aucun risque pour la communauté musulmane. Il n'y a pas de garde devant les mosquées en Australie ni devant les écoles musulmanes. Et elle est sortie avec cette organisation qui a présenté une liste d'actions très, très responsables, professionnelles et précises, y compris la sécurité lors des événements juifs, ainsi que l'arrêt des appels au djihad et au génocide des Juifs.
incluant la suppression du financement des organisations soutenant les calomnies de sang. Rien n'a été fait, silence complet, et j'ai même entendu aux infos qu'ils retiennent une partie des financements non versés. Voilà ce qui s'est passé. On a pris conscience et lancé des appels à l'action. Israël a supplié et imploré du Mossad jusqu'au Premier ministre. Ils ont supplié et imploré. Faites quelque chose et ils n'ont rien fait. Oui, ironiquement, ils ont besoin d'un envoyé spécial pour protéger les musulmans des islamistes. Oui. Et c'est ça le problème. Et ce n'est pas une question de juifs contre musulmans, de blancs contre bruns, d'oppresseurs contre opprimés. Il s'agit d'une idéologie suprémaciste qui a vraiment muté au fil du temps, qui a pris le pire des différentes idéologies suprémacistes d'Europe et du Moyen-Orient, et qui est devenue cette force monstrueuse qui menace la civilisation humaine et qui ne fait pas de discrimination, qui s'attaque aux valeurs pluralistes, à la liberté de religion, à la tolérance, à la coexistence, la liberté d'être à la plage, la liberté de nager à la plage, en maillot de bain, et c'est malheureusement là la force de ces islamistes. Ils subvertissent à travers leur guerre de propagande. Donc, il est très difficile pour les gens de reconnaître que ce n'est pas le musulman moyen comme Ahmed Al-Ahmed qui a sauvé des Juifs hier, ce n'est pas lui. Ce sont les personnes qui monopolisent le discours sur le Moyen-Orient et sur l'islam, et qui sont soutenus par cette industrie médiatique qui pèse plusieurs milliards de dollars, en particulier Al Jazeera, et ma recommandation au gouvernement australien est de fermer Al Jazeera, parce que c'est ceux-là qui créent un environnement qui rend les Juifs et les non-Juifs, y compris les musulmans modérés, en insécurité dans votre pays. Et cela subvertit les valeurs mêmes sur lesquelles l'Australie a été fondée. Vous savez, j'ai eu une interview hier à propos de cet incident sur Great Britain News et ils m'ont demandé, eh bien, comment faites-vous? Comment justifiez-vous ce fait, cette variable? Réprimer les frères musulmans et lutter contre l'extrémisme va-t-il contribuer à l'islamophobie? Et je leur ai dit, selon vous, qui est le plus touché par ces musulmans extrémistes, par les frères musulmans? Ce ne sont pas des organisations pro-musulmanes, ce sont des organisations islamistes qui couvrent le terrorisme. Ils ont totalement dupé ces gouvernements et les contrôlent complètement. Et croit-on vraiment que bannir les frères musulmans est islamophobe, alors que les frères musulmans ne représentent pas et ne devraient pas représenter le musulman moyen, pas du tout? Moi, je ne le pense pas. Et le fait que d'autres États arabes aient interdit les frères musulmans en est la preuve parfaite. Oui, moi, je suis très préoccupée par les réactions des gouvernements au pluriel face à ces incidents que nous avons constatés. Malheureusement, ce ne sont pas les seuls incidents de ce genre que nous avons vus. Je sais, Shoshana, nous parlions avant l'émission de la façon dont les événements de Hanouka et de Noël sont différents. On va en parler, mais des extrémistes ont visé les événements de Hanouka. Qu'en penses-tu? Eh bien, Mathieu Nouriel, qui est évidemment un cher ami et qui a déjà été invité ici en tant qu'animateur, il nous a préparé une liste simple et, après lecture, j'en découvre encore plus. 16 Juifs ont été assassinés lors d'une fusillade antisémite de masse en Australie. 2 étudiants ont été tués à l'Université Brown par un tireur visant un professeur d'études juives, selon une révélation récente. 20 coups de feu ont visé des maisons de familles juives en Californie. Un concert de Hanouka à Amsterdam a été violemment perturbé par des pro-djihadistes antisémites. Et je viens de lire que toutes les mezuzos de cet immeuble de 391 appartements ont été arrachées la nuit dernière. Alors, quand on parle de mondialiser l'Intifada, c'était quoi? 4 pays, je viens de lire, les États-Unis, Amsterdam. Amsterdam n'est pas un pays, mais vous comprenez, le Canada, l'Australie, l'Intifada est devenu mondial. Je ne sais pas ce qui fonctionne. Ce sont aussi les chrétiens à Berlin. Exactement. Les marchés de Noël, tu as raison, les marchés de Noël sont en train de changer. D'innombrables complots ont déjà été déjoués concernant ces marchés de Noël. Certaines villes n'ont pas organisé les marchés de Noël pour cette raison. Les années précédentes, de nombreux attentats terroristes ont eu lieu, surtout en Allemagne. Et tout récemment, nous avons vu que Paris avait annulé sa célébration du Nouvel An. Je ne sais pas ce qu'ils ne peuvent pas garantir une sécurité. Je veux dire, qu'est-ce que cela dit de nos sociétés occidentales qu'elles sont tellement incapables de réprimer l'extrémisme? Peu organisés, oui, c'est ça. Ils ne savent même pas gérer leurs événements culturels. C'est fou.
C'est pour ça que je me sens tellement plus en sécurité ici, parce que je pense qu'il n'y a pas de déni concernant les menaces qui nous entourent. Et nous avons mis en place des systèmes qui comprennent ces risques et qui, en fait, donnent la priorité à la sécurité et à la résilience des gens. C'est le contrat social fondamental entre tout gouvernement et ses citoyens. Malheureusement, ce contrat social est vraiment mis à l'épreuve partout en Occident. Et ironiquement, des pays comme les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Arabie saoudite ou le Maroc comprennent vraiment cela parce qu'ils sont déjà passés par là. Nous l'avons constaté au siècle dernier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'autre chose que je veux dire, c'est l'autre ironie que je veux souligner, c'est que beaucoup de ces complots terroristes n'auraient pas été déjoués et arrêtés sans la coopération avec les services de renseignement israéliens. Nous savons même que lors de cette attaque, le Mossad a opéré en Australie sans agir. Donc, l'hypocrisie vient alors de ces États et de ces gouvernements qui accusent Israël de génocide présumé et de famine, tout en reconnaissant un État palestinien, beaucoup trop prématurément, sans avoir aucune condition sur le terrain qui puisse garantir la déradicalisation et la coexistence avec l'État juif, et en même temps ne le ferait pas. Leurs campagnes entières ne survivraient pas sans la coopération avec Israël et les services de renseignement israéliens. Eh bien, vous savez, nous avons aussi une autre guerre, qui se déroule au Soudan, ce qui, de façon étrange, est lié à tout ce que nous voyons actuellement en Occident. À cause de cela, à cause de la question des frères musulmans. Et l'une des choses que je trouve si intéressante dans la façon dont les frères musulmans opèrent dans les pays occidentaux, c'est ce à quoi vous faisiez allusion. Avec le fait que chaque fois que nous devons faire face à l'antisémitisme, nous devons aussi faire face à l'islamophobie. Malgré le fait que ce n'est pas proportionnel statistiquement que le nombre d'attaques qui ont été perpétrées. Est-ce que c'est la principale victime du 11 septembre, la tante qui a ignoré les avertissements de sécurité? J'ai entendu ça quelque part. Oui, j'ai entendu ça. Mais on voit ça encore et encore, la distraction, la diversion vers un autre sujet, afin au final de se protéger eux-mêmes, comme dans le cas des frères musulmans, pas bien sûr les musulmans dont ils ne se soucient pas vraiment de ce qui se passe au Soudan. C'est le même scénario, le même discours. Le Soudan traverse une guerre horrible depuis avril 2023. La guerre a vraiment éclaté après un coup d'État qui visait à ralentir le développement d'un nouveau Soudan civil. Après la nomination du gouvernement de transition pour refléter une partie de la diversité du Soudan, il a inclus 4 femmes au sein du gouvernement. Il y avait une ministre de la Justice originaire du Darfour qui a réellement défendu les accords d'Abraham et souhaitait une coopération active avec Israël et les pays signataires des accords d'Abraham. Et malheureusement, le coup d'État militaire et la guerre ont interrompu ce processus alors que les accords d'Abraham, au final, représentent un processus de modération pour la région. Et donc, les islamistes ont compris qu'ils devraient attaquer pour conserver le pouvoir. L'islam provient de l'ancienne garde et de l'armée profondément enracinées au Soudan. N'oublions pas qu'Oussama Ben Laden a été accueilli au Soudan et qu'on lui a offert des privilèges et un refuge pour développer cette idéologie. Depuis la sécurité de Khartoum, il a été invité par le chef des frères musulmans au Soudan, appelé Atourabi. Et malheureusement, nous assistons essentiellement à la même guerre contre laquelle Israël se bat. L'extrémisme islamiste se développe au Soudan et comme il n'y a plus de Juifs au Soudan, on n'en entend pas parler. C'est un véritable génocide au Soudan, c'est la plus grande crise humanitaire au monde, c'est la plus grande crise de déplacement au monde. Cependant, nous assistons à une guerre de propagande qui détourne et élude en réalité. Tenir la confrérie des frères musulmans au Soudan et ces acteurs des frères musulmans responsables à la place pour ce qu'ils font, parce que les médias des frères musulmans comme Al Jazeera sont tellement enracinés. Ils diffusent l'idée que c'est en réalité les Émirats arabes unis à cause de leur relation avec Israël et les États-Unis. Cela revient encore à ce type? Oui, qui agit comme un État néocolonial, génocidaire, vous savez, basé sur l'Empire et qui ne s'intéresse au Soudan que pour le coltan. Et donc,
Cela devient une histoire que j'appelle Ali Baba et les 40 voleurs, ce genre de récit tourné en ridicule, uniquement pour alimenter encore plus de théories du complot. Et l'Iran est aussi derrière cette guerre de propagande liant des dirigeants des Émirats arabes unis, en particulier des chefs d'entreprise, à Jeffrey Epstein. Donc maintenant, nous savons exactement qui fait la promotion de la propagande autour de Jeffrey Epstein aux États-Unis. Précisément pour éroder la confiance entre les médias, les institutions gouvernementales et le peuple. Mais j'aimerais que ce soit aussi simple que de couper Al Jazeera. Mais ils sont bien plus sophistiqués que ça. Ils ont mentionné dans le plan de 50 ou 100 ans des frères musulmans, peu importe, pour conquérir l'Occident. Ils sont profondément enracinés dans de nombreuses organisations médiatiques, des faux journalistes partout dans le monde, jusqu'au documentaire de la British Broadcasting Corporation réalisé par les fils des dirigeants du Hamas. Sky News en Australie, en fait, ça va. Mais Sky News en Grande-Bretagne, qui diffuse aussi en Australie, n'est rien de moins qu'un porte-parole de l'extrémisme islamique. Et ils font tous les deux ce que tu as dit, ils taisent les guerres qui ne correspondent pas à leur récit et ils propagent des calomnies sanglantes, en sachant très bien qu'elles sont fausses. Hollywood. Je veux dire, quand il y a une main qui n'est pas reliée à un corps en train de faire quelque chose, ce n'est pas réel, tu n'as même pas besoin de vérifier ça. Et c'est donc ce qui s'est vraiment passé. Et puis tu as ces femmes d'âge moyen qui ne savent pas vraiment ce qu'elles font, qui se tatouent les bras avec un arabe affreux. Ne le fais pas. Des écrits du genre, tu sais, de la rivière à la mer. Elles ne savent même pas ce qu'elles font. Elles donnent leur voix aux dirigeants à Paris, Londres, Amsterdam et Toronto, qui votent littéralement pour eux. Ces personnes qui encouragent la migration de gens qui viennent avec pour objectif déclaré de conquérir leur terre, ils ne vont pas dans des pays musulmans, ils viennent à Toronto et à... Voilà pourquoi Paris ne célèbre pas Noël. Ensuite, ils entendent les voix de ceux happés par ces fausses informations diffusées. J'aimerais que vous puissiez simplement couper Al Jazeera, mais ils sont bien plus, c'est plus... Ils se sont vraiment intégrés dans beaucoup de ces organisations médiatiques. J'ai souvent été confrontée à ce problème concernant l'Iran, car la voix des médias occidentaux et même celle des dissidents iraniens sur la situation en Iran, les personnes qui apparaissent sur la British Broadcasting Corporation, sur Cable News Network, sur toutes les chaînes grand public américaines, ne sont pas celles qui parlent au nom du peuple iranien. Ce sont des personnes qui cherchent à légitimer le régime de la République islamique lui-même. Et la même chose se passe avec les acteurs des Frères musulmans, qu'ils ne représentent pas réellement les intérêts des Arabes musulmans au Moyen-Orient ou, dans le cas de Gaza, des Palestiniens. Ils représentent le radicalisme et essaient de le rendre plus acceptable. Pour un public occidental, c'est inquiétant. Mais avant de passer aux salauds et aux héros, je voudrais quand même parler un peu de ce qui se passe à Gaza. Parce qu'il y a eu plusieurs rapports qui sont sortis ces dernières semaines et que je trouve très importants et directement liés à ce dont nous parlons, cette manipulation du récit, alors même qu'ils n'ont aucune preuve pour étayer ce qu'ils avancent. L'une des affirmations les plus courantes que nous avons entendues tout au long de cette guerre, c'est qu'il y a une famine provoquée par l'homme ou une famine organisée contre le peuple de Gaza et qu'Israël affame intentionnellement les Palestiniens à Gaza alors même que l'aide humanitaire parvenait aux Palestiniens. La semaine dernière, une vidéo a été publiée. Elle montrait un entrepôt entier rempli de lait infantile. C'était un de leurs arguments fréquents contre Israël. Les bébés meurent de faim. Mais il s'avère que le lait infantile était transféré à Gaza et que le Hamas le prenait tout. Sans surprise, ils le gardèrent en réserve sans le distribuer à la population. Alors, Shoshana, je sais que tu t'es beaucoup exprimée sur la situation à Gaza, sur le fait qu'ils sont finalement prêts à sacrifier leurs propres enfants. Que penses-tu des images sorties la semaine dernière? Je ne suis pas surprise, mais je suis en colère que ce ne soit pas plus connu ni à la une du New York Times. Je suis en colère que l'Organisation des Nations Unies, qu'Al Jazeera, que toutes les personnes qui prétendent se soucier de la Palestine et de Gaza ne soient pas furieuses et indignées contre le Hamas. Moi, le Hamas affame des bébés, c'est ça le titre. Le Hamas affame des bébés, ça devrait être le titre partout. Et ce n'est pas le cas. Et pour moi, ça ne fait que prouver encore et encore ce que nous savons déjà. Chaque semaine, nous avons dit autour de cette table que cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas à propos des Gazaouis, ce n'est pas à propos des Palestiniens, c'est à propos des Juifs, c'est à propos d'éliminer les Juifs, c'est à propos d'éliminer Israël. Si vous demandez à l'une de ces personnes qui manifestent partout ou à l'une de ces personnes qui crient sur X, quelle est votre solution? À quoi ressemble cette maladie du fleuve?
Soit ils n'ont aucune réponse parce qu'ils n'ont pas de cerveau dans la tête, soit ils disent simplement, eh bien, Israël doit disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas de réponse. Donc, tu n'es même pas en train d'avoir une conversation. Ce n'est pas une conversation, ce n'est rien de nouveau. Je suis en colère. Ce qui m'énerve aussi, c'est que les 56 ou 57 nations arabes musulmanes ne condamnent pas cela. Comme ces bébés qui meurent de faim à cause du Hamas auquel vous avez donné de l'argent au Qatar, auquel vous avez donné de l'argent à l'Iran. Pourquoi personne ne tient qui que ce soit pour responsable? Pour moi, c'est juste triste. Je suppose. Ils trouvent difficile d'assumer la responsabilité et préfèrent t'ignorer. C'est très douloureux quand on voit ces choses et que ça coûte réellement des vies humaines. C'est une réalité. C'est pour la même raison qu'Amnesty a mis autant de temps, 2 ans plus tard, à enfin publier une déclaration disant « C'est vraiment très grave de massacrer, violer et kidnapper des bébés et des grands-parents dans leur lit. C'est une mauvaise chose. » Oui, Tu sais, ça leur a pris beaucoup de temps et c'est pour ça, parce que ça ne correspondait pas à leur récit et ils ont trouvé tous les moyens de passer ça sous silence et c'est comme ça. Je ne comprends pas comment il n'y a pas un seul rédacteur en chef quelque part qui dise « et première page, et gros titre ». Peu importe ce que tu en penses. L'humanité a perdu sa colonne vertébrale. C'est comme ça. Les mensonges sur la famine sont aussi un moyen d'isoler encore plus la communauté juive parce que, de notre point de vue, en dehors d'Israël, ce qui s'est passé, c'est que nous avons traversé comme la première vague de trahison. Être annulé et remplacé dans le discours après le 7 octobre, et puis cet été dernier, avec toutes les accusations de famine, ça a été un autre réveil de ça, une autre vague de trahison. Ça a vraiment été horrible. Et cela a aussi visé, vous savez, les Juifs qui sont devenus plus antisionistes et plus critiques, qui sentaient simplement qu'ils ne pouvaient pas légitimer cette histoire ou ces images qui circulaient dans le New York Times. Donc, il s'agit aussi vraiment de retirer tous les aspects de sécurité et de filets de sécurité que les Juifs et les personnes rationnelles qui croient en la civilisation humaine ont dans ces sociétés. Et de plus en plus les chrétiens aussi. Absolument d'accord. nous devons passer à nos crapules de la semaine, crapules et héros, bien sûr. Shama, j'aimerais t'entendre. Qui as-tu pour nous? Je suis sûre que ce sera intéressant. Cette semaine, parce qu'il ne manque pas de crapules. Après l'incident qui s'est produit. Absolument. Pour continuer sur notre thème de la guerre de propagande, mon crapule de la semaine est le ministère des Affaires étrangères du Qatar qui a publié un communiqué. En gros, il ne blâme personne pour l'attaque de Bondi Beach et dit littéralement l'attaque de Bondi Beach. Rien sur la communauté juive qui célébrait paisiblement Hanouka, rien sur l'antisémitisme, sur les juifs, sur le terrorisme et bien sûr en manipulant les faits d'une manière qui sert les frères musulmans. Et c'est vraiment important parce qu'on nous vend quelque chose. L'histoire selon laquelle le Qatar pourrait changer, pourrait se modérer, pourrait se diversifier et s'éloigner des frères musulmans. Mais c'est vraiment difficile à croire quand les faits sur le terrain disent le contraire. Donc, je ne le crois pas. Passons aux héros, comme ça nous ne serons pas seulement négatives. Mon héros. Wade, on va à Dorala. Ce sont des salauds. Oh, d'accord. Je ne l'ai pas fait. J'aime ta positivité. Je dois y aller. On a d'autres salauds. J'avais oublié ça. Oh, j'ai oublié. Oui, Shoshana, qui est ton salaud. Je vais frapper fort cette semaine. Oui, je parle de salaud. Dans le sens global, chaque sale traître qui a dit de la rivière à la mer ou globaliser l'intifada, que vous soyez sur un campus à New York, dans les rues de Londres, devant les monuments de Paris ou à l'Opéra de Sydney, vous êtes toutes responsables de ce qui s'est passé à Bondi, Toronto, Los Angeles et New York. Vous prétendez défendre le bien, mais vous propagez le mal. Si vous pensez ne pas être responsable, réfléchissez-y. En hébreu, on dit « kashbara nefesh », c'est réfléchir à ses actions et paroles. Parce que tout ce que vous dites a du sens. Si vous n'assumez pas vos propos ni ne comprenez ce que mondialiser l'intifada signifie, ne parlez pas, car vous êtes la raison. Des enfants de 10 ans sont morts et des survivants de l'Holocauste de 87 ans vivent à Sydney, Australie. Vous, beaucoup de sang sur les mains. Rachid, qui est ton salaud de la semaine? Je sais que tu y as fait allusion plus tôt.
Oui, Albanese, Premier ministre d'Australie, bon travail. Il a encouragé, alimenté et légitimé la haine des Juifs en Australie. Il y a eu des appels ignobles au génocide des Juifs chaque semaine en Australie. Et non seulement il n'a rien fait à ce sujet, mais en fait il l'a encouragé. Il a autorisé l'entrée de personnes du gouvernement avec des kafirs au Parlement. Il a laissé un néo-nazi appeler à la mort des Juifs sans aucune conséquence 2 jours plus tard. Il a reçu des listes de tâches et des instructions du Mossad, mais n'a rien fait. Sans parler, bien sûr, de Chami avec Arafat dans les années 1990, mais laissons tout cela derrière nous. Mais cette semaine, il s'est surpassé après le massacre de Bondy. Voici son annonce. Son annonce écrite était la suivante. Les scènes à Bondy sont choquantes. Police et secours tentent de sauver des vies sur place. Mais pensez à tous les concernés. Que manque-t-il? Les Juifs? Des enfants et des Juifs ont été touchés lors d'un événement familial sur une plage publique attaquant des Juifs. Vous auriez pu le mentionner dans votre déclaration. Est-ce une honte? Et il est un participant actif au meurtre de Juifs à Bondi Beach cette semaine. Et est-ce que c'est mon salaud? Je vois, on reste vraiment dans le thème avec nos salauds et le mien s'inscrit parfaitement dans ce thème. Mais en passant à New York, Mamdani, je sais qu'il a été un salaud populaire dans cette émission, mais c'est mon salaud cette semaine en particulier. Je pourrais passer 1 heure à expliquer pourquoi c'est un salaud. Mais pour les besoins de Tom, aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur sa réaction à l'attentat terroriste en Australie. Il a publié un message assez long en le condamnant, en fait. Et il a parlé du fait que l'antisémitisme est un problème. Et oh, comme c'est horrible qu'il y ait eu des enfants qui ont été assassinés et qu'il y ait des survivants de l'Holocauste qui ont été tués. Et il s'oppose à l'antisémitisme. Vraiment, toute votre vie, vous avez milité contre Israël avec les étudiants pour la justice en Palestine. Aussi, même indirectement, c'est lié aux frères musulmans. Je pense que le plus pertinent par rapport à ce que nous avons vu hier, la mondialisation de l'intifada, c'est que Mamdani a refusé plusieurs fois de condamner ces appels et a même participé à des manifestations appelant à l'intifada. Donc, nous n'y croyons pas. Et ma partie préférée de sa publication, c'était en fait les réponses sur X. Parce que presque toutes étaient du genre « va te faire voir, va te faire voir, va te faire voir ». Environ 35 tweets d'affilée, pas de simples inconnus, mais des personnalités publiques et des experts sur ces sujets, parce que c'est vraiment du gaslighting. Oui, c'est vraiment du gaslighting, c'est répugnant. Cela me donne littéralement la nausée de voir ces personnes qui, il y a quelques jours, accusaient Israël de génocide. Ou qui, comme Mamdani, l'ont fait depuis la Maison-Blanche. Et après, qu'ils prétendent être contre l'antisémitisme et contre ceux qui attaquent un événement juif et tuent des enfants. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Vous n'avez même pas condamné, globalisé l'intifada. Vous ne pouvez pas prétendre être contre l'antisémitisme maintenant. Mamdani, tu es mon salaud de la semaine. Pour cette raison, mais aussi pour beaucoup d'autres. Mais cette semaine, pour cette raison. Hein? Oui, oui. Oui, je ne peux pas regarder ces tweets ou ces déclarations de ces personnes qui, genre, disent mondialiser. Je ne peux pas les regarder. Ils disent « Oh, pauvre de moi, je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. » Connasse. Bien sûr que tu peux. C'est ce que tu voulais qu'il arrive. C'est ce que je ressens à chaque fois que je vois ça. Rachida Khalif, Zoran Mamdani, Ilhan Omar, toutes ces personnes qui passent des années à diaboliser les Juifs et l'État d'Israël et qui n'assument aucune responsabilité. Quand cela se manifeste réellement dans les actes, c'est méprisable, tout simplement méprisable. Mais sur une note plus positive. Pour suivre l'exemple de Chamas, parlons des héros de cette semaine. Et il n'y a pas non plus de pénurie de héros, en fait, surtout après l'attaque à la plage de Bondy. Shama, qui sont-ils selon toi? Oui, ces lumières qui nous aident à survivre dans ces temps difficiles. Mon héros de la semaine d'hier est Arsène Ostrovsky, qui est avocate spécialisée dans les droits de l'homme. Une grande défenseur du peuple juif et de l'État d'Israël qui avait passé ces 13 dernières années en Israël. Après avoir déménagé d'Australie, et il était récemment retourné en Australie pour aider la communauté juive dont il est issu et dont il fait partie, pour se défendre contre l'antisémitisme croissant et virulent. Et il se retrouve pris dans cette célébration familiale de Hanouka avec sa femme et ses 2 enfants. Et le terroriste commence à tirer et il s'est rendu compte que ses enfants étaient loin. Et bien sûr, vous pouvez imaginer la terreur de ce moment.
Alors, il se précipite pour se rapprocher de ses enfants et une balle lui frôle la tête. Elle l'a probablement raté d'1 centimètre, voire moins, et il n'a pas été découragé. Il était déterminé, inflexible. Il a pris une photo sur les lieux du massacre. Et c'est à ce moment-là que je pense que nous avons réalisé que c'était exactement comme ce qui s'est passé à Nova. Oui, les scènes qui se ressemblaient exactement. En voyant les premières images, je me suis demandé pourquoi on m'envoyait des vidéos du festival Nova. Quelque chose s'est-il passé avec un survivant ou autre? Puis j'ai réalisé, oh non, ça recommence. Et je dois dire que ce sentiment, c'est le pire sentiment au monde. C'est le pire sentiment au monde. Après tout ce qu'on a vécu, ces 6 déclencheurs, ce qui m'a encore plus bouleversée, c'est qu'ils font cela précisément parce que Hanouka est la fête de la lumière contre l'obscurité et c'est pour cela qu'ils la ciblent. Mais Arsène, quel héros! Shoshana, qui est ton héros? C'est aussi lié à l'Australie, à ce qui s'est passé à Sydney. Le nom de mon héros est Ahmed El Ahmed et c'est un père de 2 enfants de 43 ans, propriétaire d'un magasin de fruits. Si mes sources sont correctes, c'est lui qui a plaqué l'un des tireurs, l'un des terroristes, par derrière et l'a désarmé. C'était comme, tu sais, je regardais ça au moment où ça sortait et je me disais, c'est lui que tout le monde devrait être, c'est lui que tout le monde devrait être. Personne ne savait qui il était avant que les intras en parlent. Je suis aussi heureuse de dire qu'il est musulman. Je crois qu'on m'a dit la Syrie, de Syrie. Parce que c'est vraiment contre eux que nous nous battons, n'est-ce pas? Nous ne nous battons pas contre les musulmans. Nous ne nous battons pas contre les croyants ou contre les gens bien. Nous luttons contre ceux qui prônent la mort, la haine et le chaos. Comme tu l'as dit, ce sont des extrémistes. C'est uniquement en restant vraiment unis que nous réussirons. J'adorerais faire le quad à Sydney pendant 1 mois sur la plage de Bondi là-bas. Je veux être pleinement juive aux côtés de personnes comme Ahmed qui peuvent être nos invités et montrer l'exemple au monde. C'est un héros et il n'est pas nécessaire d'affronter un homme armé pour en être un. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez soutenir vos voisins juifs, vous pouvez aller à une synagogue, vous pouvez participer à leur Hanouka. Il reste 6 nuits de Hanouka, alors rejoignez vos voisins juifs et soyez un héros. Je pense qu'il a vraiment fait preuve d'un courage extraordinaire. Je veux dire, cette vidéo était remarquable. Je me suis dit qu'il était peut-être un policier en civil ou quelque chose comme ça. Quelqu'un dans ce genre, oui, ou peut-être un Israélien qui connaissait ce qui se passait dans un environnement aussi terrible. Mais vraiment, des actions d'une véritable héroïne. Et elle a en fait été très grièvement blessée. Elle a reçu 2 balles. Il se remet à l'hôpital et il s'attendait à ce qu'il se rétablisse. Mais un courage remarquable, même face à une terrible adversité. Votre héros? Mon héros est un clin d'œil au CSG, qui est une organisation en Australie. Il existe aussi des centres mondiaux, la communauté et le groupe de sécurité communautaire. En gros, ce sont des Australiens ordinaires, des Sud-Africains ordinaires, des Britanniques ordinaires qui s'entraînent très sérieusement. Ne croyez pas que « ordinaire » veut dire sans entraînement. Soyez prudents, il vaut mieux ne pas s'opposer à eux. Mais ces personnes se mettent en première ligne, s'interposant entre la communauté juive et toutes les menaces qui pèsent sur elle. Dans chaque synagogue, école, événement, elles agissent ainsi car les autorités locales ne peuvent ou ne veulent protéger les Juifs. L'un d'eux a été blessé par balle à l'épaule hier, mais je crois qu'il va bien. J'ai entendu de certaines personnes, sans connaître les détails, mais ce sont de vraies héroïnes. Et un grand merci à vous toutes qui manquez vos propres dîners de Shabbat, qui manquez vos propres événements familiaux et qui êtes toujours là pour protéger la communauté. Les avocates, les docteurs, les étudiantes, les athlètes, tout le monde, des personnes ordinaires qui sortent, s'entraînent dur et travaillent dur pour protéger la communauté juive. Merci. Vraiment des héroïnes, pas seulement en Australie. Il y a aussi le CST au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. C'est drôle. En Afrique du Sud, j'ai assisté à une formation lors d'un événement à la Fédération juive. J'ai paniqué en pensant « Oh mon Dieu, il y a peut-être une attaque terroriste ». Parce qu'elle faisait un exercice complet. Ouais, c'était comme une base militaire. Ouais, il y avait tellement de bruit, tellement de choses. Je veux dire, elles sont sérieuses. Il ne faut vraiment pas plaisanter avec ces gens-là. Mais mon héroïne cette semaine est, je dirais, une héroïne douce amère. Alex Clayton, qui est une survivante de l'Holocauste et qui est décédée lors de l'attaque à Bondi Beach. Et la raison pour laquelle il est mon héros,
n'est pas seulement parce qu'il a survécu à la pire atrocité qui soit arrivée au peuple juif, mais aussi à cause de l'attaque de Bundy Beach. Il a en fait sacrifié sa vie pour protéger sa femme, qu'il a poussée hors du danger et sur laquelle il s'est littéralement allongé, prenant finalement une balle à sa place. Et c'est un acte d'héroïsme ultime. Et je suis sûre qu'il manquera énormément, évidemment, à sa femme, Larissa, mais aussi à toute la communauté. Une immense perte, mais néanmoins un héros qui mérite d'être reconnu par tous pour ce qu'il a fait ce jour terrible. C'est tellement douloureux que nous devions faire l'éloge de survivants de l'Holocauste dans des endroits comme ici à Denver. Je pense aussi que la victime était une survivante de l'Holocauste. C'est comme plus jamais ça de notre vivant. Pourtant, ça arrive. Une grande communauté de survivantes de l'Holocauste, c'est extrême, atroce et bouleversant. Cela ne devrait pas arriver. Oui. Cela ne devrait pas arriver. Très bien. Eh bien, tous des héros très méritants, pour citer Fleur. Nous devons conclure pour aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur La Place. Nous reviendrons la semaine prochaine, comme d'habitude, sur La Place dans JNS.